Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons donc les grandes gueules, continuez à réagir. Dans un instant, nous prendrons en compte vos réactions. Elle a été élue Miss Guinée en 2019. Depuis, Mariam Touré a mis en place une fondation pour réaliser des projets humanitaires. Depuis quelques jours, elle organise une caravane de sensibilisation sur la prise en charge des fistules obstétricales à Kissidougou. Une mission humanitaire d'une semaine pour prendre en charge les femmes malades de la fistule obstétricale. Comment se passe cette prise en charge? Si tout va bien, nous l'aurons au bout du fil pour nous expliquer cette situation. Nous parlions donc de cette situation des détenus à la maison centrale de Conakry. Bien entendu, leurs avocats n'arrivent pas à y accéder. Les activistes des droits de l'homme dénoncent une violation fondamentale de leurs droits. Si tout va bien, nous joindrons également Maître Frédéric Foromouloua. Il est le président des mêmes droits pour tous. Il répondra donc aux questions des grandes gueules. Avant de continuer l'émission, nous allons prendre en compte vos réactions sur nos différentes plateformes 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG. Nous commençons donc par les tweets que nous a fait parvenir Vladimir Poutine il y a un instant. On va essayer donc de les lire pour connaître vos différentes réactions, vos avis sur les différents sujets évoqués ici. Nous commençons par Excellence Timbo le Guinéen. Bonjour les GG. Concernant la réapparition du virus Ebola en Guinée forestière, le gouvernement doit multiplier la communication dans les différentes langues locales du pays afin d'éviter la propagation de ce virus dans notre pays. L'ancien DG Touré nous écrit: bonjour les grandes gueules, encore une très mauvaise nouvelle pour la Guinée qui est la résurgence de la maladie à virus Ebola. Cette nouvelle réapparition de la dite maladie doit inquiéter la population guinéenne en général et celle de la Guinée forestière en particulier. Mohamed le politologue nous écrit au hashtag espace GG: bonjour la team gestion d'Ebola, il ne s'agit pas simplement d'annoncer des mesures à prendre, il faut acter. Ebola tue plus vite que la Covid-19. Pour une fois, épargnez-nous de la propagation. Nous partons avec Sékou Cheikh Diakité. Après une longue expérience acquise à l'époque dans la lutte contre ce virus, l'espoir est permis avec cette deuxième vague afin de maîtriser la situation. À retenir que pour y arriver, il va falloir la collaboration de la population. C'est ça le plus important, il le dit Cheikh Diakité. Fodé Abbas Youla nous écrit également sur Twitter: bonjour les GG, mieux vaut tard que jamais. Ceci, il est important que nos autorités sanitaires puissent prendre des mesures drastiques pour limiter le nombre de foyers de cette résurgence du virus hémorragique à virus. Il veut parler d'Ebola, bien entendu, aux citoyens d'être vigilants. Azé le Patriote 224, bonjour madame, bonjour les GG. Seul Allah, le Tout-Puissant, peut nous sauver de ces maladies. L'incapacité domine l'expérience au niveau de nos autorités sanitaires. Pour preuve, nos échantillons sont déjà à Dakar. Alma Diop nous écrit également sur Twitter: on ne peut pas se permettre d'être pessimiste. La crise Covid, avec toute la peur qu'elle a créée, est assez bien gérée par nos instances sanitaires. Oui, Ebola effraie, mais contrairement au Covid, nous en avons l'expérience. Il faut juste chercher à contenir le virus. Youssef Kaba nous écrit également: je déplore la lenteur des autorités dans le déclenchement de la riposte à Ebola. Il ne faudrait pas attendre que l'épidémie gagne du terrain pour réagir. Une circonscription rapide de la zone concernée avec un déploiement rapide des équipes médicales peut être efficace. Nous partons avec ces autres réactions qui nous sont parvenues. Donc, bonjour Diadia et à toute l'équipe, c'est pour le taureau de l'Insan. L'État, à travers les autorités sanitaires, doit immédiatement confiner la zone spéciale de Zérékoré pour le bien de la population afin d'éviter la propagation de ce virus dangereux. Par ailleurs, tous les Guinéens doivent se mettre à pied d'œuvre pour aider les autorités à éradiquer cette maudite maladie à virus Ebola. Tous contre Ebola, il le dit pour le taureau de l'Insan.
Nous partons avec cet autre message. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des Grandes Gueules. Je demande à l'ANSS d'intensifier la communication nuit et jour face à la fièvre hémorragique à virus Ebola, car c'est une arme efficace pour assurer la population que la situation est sous contrôle. Diadia, il faut que le ministère de l'Énergie fasse un autre communiqué pour cette question de paiement d'électricité, car nos factures sont gonflées par les agents DDG. On se demande s'ils n'étaient pas informés de la gratuité. Donc c'est par rapport justement, Sidani qui nous écrit par rapport à la situation DDG. Nous partons avec Maki de Dar es Salaam. Bonjour, malgré l'expérience que nous avons, le tâtonnement de ce régime va causer plusieurs morts car ils feront de l'Ebola business. Maki de Dar es Salaam qui nous écrit. Nous partons sur le 657 39 13 13. Oumar Sako nous écrit. Bonjour les Grandes Gueules. Je vous rappelle que cette zone de Guéké, certainement il veut dire, a un grand marché hebdomadaire, y compris Lola. Les gens viennent en masse dans ces deux grands marchés, un peu partout. Quand vous nous appelez en même temps, c'est compliqué. Un peu partout donc dans les 4 points cardinaux, même en dehors de nos frontières. Donc il faut que l'ANSS prenne sa responsabilité à temps, sinon c'est à nos risques et périls les pauvres citoyens. Donc il veut dire. Nous partons avec cet autre. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous. C'est Ibrahima Kamara depuis Zérékouré. Madame, je veux vous faire savoir qu'il n'y a aucune disposition prise par l'État contre l'arrivée de cette pandémie d'Ebola. Ne soyons pas aussi trop pessimistes. Bonjour les GG, bonjour Madame Hierro. Dites à Jacques Léwa Leno que Dr Sakoba doit comprendre une chose. En médecine, le diagnostic doit commencer par le plus grave et se terminer par ce qui est simple pour éviter la contamination généralisée. Nous partons donc avec cet autre. Bonjour les GG, il faudrait que l'ANSS lance une vaccination à grande échelle dans toute la région de Zérékouré pour éviter tous les risques de propagation de ce virus Ebola dans les autres villes du pays. C'est Souma Djibril depuis Koya Wonkifon qui nous écrit. Hashtag espace GG. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. C'est pour le taureau de l'INSAN et à travers les autorités sanitaires doivent immédiatement confiner la zone spéciale de Zérékouré pour le bien de la population afin d'éviter la propagation donc de ce virus. 2 pour terminer, me signale Amadousso. Bonjour les GG, merci pour vos efforts parce que vous êtes vraiment ce qu'il nous faut en Guinée pour aller de l'avant, mais c'est effrayant, il veut dire certainement d'entendre parler de cas probables en termes d'épidémie avec tout ce que les populations ont comme psychose. Moi, c'est Emmanuel Leno, il nous écrit donc depuis Dubreka. Bonjour Madame Hierro et à toute l'équipe. Moi je crois que l'État est en train de détourner le débat pour attirer l'attention de l'opinion publique sur lui vu qu'il est isolé suite au 18 octobre. C'est Alassane Baldé. C'est donc ce qu'il pense par rapport à cette communication par rapport à Ebola. On continue donc cette émission. Nous en parlions tout à l'heure. Jacques Léwa Leno, ces avocats qui n'ont plus accès à leurs clients détenus à la maison centrale de Conakry. Oui, je crois que ça relance le débat un peu sur la justice et puis sur l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. On va nous dire, ah non, la maison centrale relève du ministère de la Justice et que peut-être que tout fonctionne de manière indépendante, mais toujours il y a des soupçons de cette immixtion derrière. Pourtant, si nous parlons de droits humains, de l'accès équitable à la justice et du respect qu'on doit accorder à l'humain même en détention, je crois que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être dénoncé ici, surtout qu'au départ il y avait la possibilité de le fréquenter et tout ceci a été rendu difficile après la sortie de ce rapport accablant qui parle un peu de tout ce qui a été soi-disant préparé pour déstabiliser, n'est-ce pas, le régime. Est-ce qu'on est sur le point de présenter tous ceux qui sont en prison? Mais ce rapport n'est pas le verdict final de la justice. Ce n'est pas le verdict. Il n'y a pas eu procès. Ce n'est pas le verdict. Encore une fois, je suis en train de dire c'est ça le soupçon de l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Donc, il y a un peu de lien entre
entre la sortie de ce rapport et le comportement qu'on a adopté à l'intérieur de la maison centrale vis-à-vis de ces détenus qui sont quand même des détenus politiques, quoi qu'on veuille les présenter comme étant des personnes tout simplement qui voulaient déstabiliser le régime, puisqu'ils appartiennent à un camp politique, puisqu'ils appartiennent à un mouvement qui s'opposait de manière claire au troisième mandat et à la modification de la Constitution. On ne peut pas les appeler autrement que tant des politiciens. Des détenus politiques. Donc on va recueillir l'avis d'un activiste des droits de l'homme. Il s'agit de maître Frédéric Foromoulois. Il est en direct, Djiba Milimono. Les grandes gueules. Maître Frédéric, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde. Alors justement, on parle toujours de la détention de ces hommes politiques et aujourd'hui, l'autre aspect, c'est que on empêcherait quand même que les avocats puissent accéder à leurs clients, ce qui est quand même un droit légitime. Quel est aujourd'hui votre avis par rapport à ce scénario? Oui, c'est une situation grave parce que nous assistons au déni du droit à la défense. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir commis une infraction et lui refuser le droit de se défendre. Il y a beaucoup d'avocats qui ont été refusés, dont l'accès à la maison centrale leur a été refusé, ce qui est une situation grave. Et même nous, ONG, on a restreint l'accès, on nous a restreint l'accès à la maison centrale de Conakry. Les ONG ne sont plus les bienvenus à la maison centrale de Conakry. Et tout cela se passe à un moment où on a un avocat à la tête du ministère de la Justice qui de surcroît, est un avocat pénaliste. Nous sommes devant l'incompréhension totale. On ne peut pas refuser aux détenus qui soient politiques ou détenus de droit commun, on ne peut pas leur refuser le droit de se défendre. Le droit à la défense est un droit essentiel, c'est un principe cardinal en droit pénal. Donc ce qui se passe à la maison centrale actuellement, vraiment nous place devant l'incompréhension totale. Bien, allez-y. Maître, vous allez nous permettre de comprendre. Premièrement, ma première question c'est, est-ce que les avocats ayant démissionné sont ceux qui sont refusés à la maison centrale? Et la deuxième question, quel est le motif évoqué pour le refus quand même de toutes les organisations de défense des droits de l'homme et des avocats? Quel est le motif qu'on vous donne? Et la première question c'est, est-ce que ce sont les avocats démissionnaires qui ont été refusés? Les avocats démissionnaires, déjà, ils ne partent pas, mais il y a d'autres avocats qui ont leurs clients là-bas et qui continuent à aller pour les écouter afin de préparer leur défense. Ben, le motif qu'on nous brandit, c'est qu'il y a des dossiers sensibles, il y a des situations sensibles qui nécessitent qu'on puisse restreindre un peu l'accès à la maison centrale à certains groupes de personnes. Nous disons que non, les avocats doivent pouvoir à tout moment avoir accès à leurs clients. Et nous, ONG, comme je l'ai dit, notre travail est essentiel au fonctionnement de la justice. Comment voulez-vous que des gens qui sont en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois pour avoir volé un sac de charbon, comment voulez-vous que les ONG ne puissent pas aller vers ces gens-là, les écouter et faire en sorte que leur dossier soit évoqué devant les juridictions? Nous pensons que ce n'est pas possible. Et c'est une situation regrettable et cela quand même amène à nous poser des questions. Pourquoi est-ce que tout cela est, alors que la Guinée quand même, comme je l'ai dit, est un pays qui est membre des Nations Unies et qui a des engagements internationaux. Et même la loi nationale, le droit politique guinéen, demande que toute personne qui est poursuivie, qui qu'il soit, ait quand même la possibilité de se faire assister, de se faire représenter et que les avocats aient vraiment le travail facile en ce qui concerne, n'est-ce pas, leur défense. Donc c'est une situation, comme je l'ai dit, incompréhensible. Maître Frédéric Foromoulois, président de l'ONG Même Droit pour tous. Allez-y, Kapsa. Alors, Maître Foromou, comme vous le dites, c'est une situation qui est vraiment très regrettable. Alors aujourd'hui, en tant qu'organisation des droits de défense des hommes, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour justement améliorer cette situation afin de donner à nouveau la possibilité aux ONG d'aller rencontrer ces détenus politiques, mais au-delà de ça, permettre à leurs avocats surtout d'être en contact avec eux pour pouvoir bien entendu les défendre? Nous demandons à ce qu'on revienne aux valeurs essentielles de la République. Nous demandons à ce qu'on revienne au respect des principes cardinaux en matière de procès pénal. Nous demandons à ce que, n'est-ce pas, la justice puisse fonctionner indépendamment dans ce pays.
Nous demandons à ce que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en détention illégale, en détention provisoire excessive, nous demandons à ce qu'une célérité leur soit accordée dans la gestion de leur procédure pour désengorger la prison. On ne peut pas continuer à détenir des gens tous les jours sans qu'on puisse quand même faciliter le fonctionnement de la justice. Tous les actes que les autorités du ministère de la Justice sont en train de poser actuellement amènent à ce déni de justice et à ce recul démocratique qu'on constate dans ce pays depuis un certain temps. On ne peut pas ne pas fonctionner de la sorte et dire que nous sommes un pays de droit, un pays respectueux des valeurs de la République. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on revienne aux valeurs essentielles. Il faut qu'on humanise la justice. La justice, elle est d'abord... Donc ma question pour revenir un petit peu là-dessus, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qu'aujourd'hui ces ONG des droits de défense des hommes que vous êtes en fait comptent faire justement pour envoyer l'autorité guinéenne à pouvoir reconsidérer ces valeurs étatiques et ces valeurs démocratiques comme vous le dites. Mais nous cherchons à rencontrer le ministre de la Justice. Nous allons pouvoir le rencontrer et nous allons pouvoir discuter pour qu'il accepte de faciliter quand même l'accès à la maison centrale aux ONG. Parce que nous avons développé des crises juridiques un peu partout dans le pays et nous sommes dans les prisons pour dénicher vraiment les cas graves de détention illégale pour faire évoquer ces dossiers-là afin qu'ils soient jugés et qu'ils soient situés sur leur sort. Si maintenant, dans la foulée, on interdit l'accès à tout le monde, que voulez-vous? Comment est-ce que la justice va fonctionner dans ce pays? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal et ce n'est pas vivable. Allez-y, Kiba. Peut-être moi, c'est juste une question de précision parce qu'il y a un auditeur qui demandait est-ce que les avocats à qui on refuse d'accéder un peu à leurs clients, est-ce que c'est spécifiquement les détenus politiques ou c'est tous les détenus de la maison centrale qui sont quand même autour de plus de 1500 détenus? Les détenus politiques. Mais c'est presque, oui, c'est l'ensemble des avocats. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas normal. Nous, on a été à la maison d'Anta, par exemple, dans le cadre du projet qu'on développe avec l'Union européenne avec Pojinta, l'OGDH. On a développé des crises juridiques dont le fonctionnement nécessite une présence continue à la maison centrale pour dénicher, comme je l'ai dit, les cas graves de détention illégale et pour les faire juger. Maintenant, si dans la foulée, on interdit l'accès à tout le monde, alors qu'on connaît les faiblesses de la justice guinéenne, alors qu'on connaît les difficultés du fonctionnement de la justice, comment voulez-vous que la justice qui a une fonction régalienne de l'État, comment la justice qui a une fonction, qui a un service important dans le cadre du fonctionnement d'un État, comment voulez-vous que cette justice-là puisse fonctionner pour satisfaire l'ensemble des citoyens de ce pays? Ce n'est pas possible. La justice doit pouvoir fonctionner sur la base de règles intangibles et qui soient respectées à tout moment et par tout le monde. C'est cela le principe. Dernière question, Kapsa. Alors, Maître, pour le moment, je reviens un petit peu sur votre démarche, justement, qui va vous amener à rencontrer le ministre de la Justice afin que toutes ces mesures puissent permettre désormais à ce que vous ayez accès à ces détenus-là. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'une action collective pourrait apporter beaucoup plus, pourrait avoir beaucoup plus d'impact si vous vous associez par exemple avec l'opposition, les avocats, tous les activistes, etc. Non. Oui, par exemple, les défenseurs, les défenseurs des droits de l'homme. En fait, les avocats des détenus politiques. Donc, que ce soit les avocats des détenus politiques, que ce soit les ONG des droits internationaux, etc. En fait, qu'ils aient une action collective visant justement à pouvoir faire fléchir cette autorité-là. Oui, je pense que le barreau a déjà effectué une démarche dans ce sens-là. Le barreau a rencontré le ministre de la Justice et je pense que des promesses ont été tenues pour faciliter désormais l'accès des avocats à leurs clients. Moi, je voudrais que ces mesures-là, n'est-ce pas, d'allègement, soient étendues mais à tous ceux qui interviennent sur la chaîne pénale, notamment les ONG, les travailleurs sociaux, tous qui travaillent tous les jours pour que la justice fonctionne bien dans ce pays au bénéfice de tout le monde. Maître Frédéric Foromouloa, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Événement Adafomédia. Le début d'année est difficile, les affaires sont en baisse. Adafomédia a pensé à vous pour entamer l'année avec enthousiasme.
Avec le Promo Booster, votre spot sur nos radios ou nos télévisions sera diffusé en emplacement préférentiel contextualisé. Êtes-vous prêt à faire de bonnes affaires et associer un second spot créé sur mesure? Les avantages? Avec ce dispositif, Adafomédia s'appuie sur la contextualisation et la répétition pour optimiser l'efficacité de vos produits promotionnels sur Radio Espace, Espace TV, Galac Radio, Sweet FM et Galac TV. N'hésitez pas, profitez dès maintenant du Promo Booster Adafomédia. Vous payez un spot et le second est offert pendant 2 mois. Contactez-nous au 00 224 628 06 06 60 sur notre site espacefmguinée.info ou sur Twitter et Facebook. On en vient à cet autre sujet, c'est le dernier bien évidemment. Elle a été élue Miss Guinée en 2019. Depuis, Mariam Touré a mis en place une fondation pour réaliser des projets humanitaires. Depuis quelques jours, elle organise une caravane de sensibilisation sur la prise en charge des fistules obstétricales, une mission humanitaire d'une semaine pour prendre en charge des femmes malades de la fistule. Comment se passe donc cette prise en charge sur le terrain? Nous allons la voir certainement dans un instant. Alors, Mafoudia, cette Miss, on en parlait tout à l'heure, elle est sur le terrain. Les fistules obstétricales, c'est une maladie très souvent dont on ne parle pas, mais qui fatigue beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, exactement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque Miss a le droit de choisir un projet. Et elle a décidé de s'intéresser aux femmes fistuleuses. Et effectivement, comme tu le dis, c'est un sujet qui passe inaperçu, mais pourtant qui concerne beaucoup de femmes parce qu'on rencontre cette maladie dans les pays pauvres. Parce que c'est quand la femme contracte la grossesse, c'est que soit... généralement, lorsqu'il n'y a pas de suivi, la femme se retrouve à l'accouchement avec des complications qui vont justement la conduire à l'incontinence. Et c'est une maladie vraiment triste parce qu'après l'incontinence, c'est ce qui fait que la femme ne retient plus ses urines. Dans certains cas, ne retient plus les déchets. Donc, c'est une femme qui sent constamment, qui est abandonnée par la société et le traitement est très coûteux. Et savoir qu'on a une Miss aujourd'hui qui s'intéresse à un tel domaine, évidemment, on va le comprendre. Elle a déjà pu obtenir un fonds pour l'opération d'un nombre important de femmes. C'est quelque chose qui est à louer. Bien. Alors, elle est en ce moment au bloc opératoire. Elle nous l'avait dit, elle doit assister à l'opération d'une des femmes fistuleuses parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on est en train de préparer justement pour les aider à faire cette intervention. Vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est en Guinée, la prise en charge, elle est très coûteuse et c'est organisé par séance. C'est le traitement même, parce que c'est une opération qui est très coûteuse. Le matériel qu'on utilise, moi je le sais parce que j'ai eu à faire mon travail de mémoire professionnelle sur les fistules obstétricales. Donc évidemment, quand j'ai été à l'AB où j'ai fait l'essentiel de mon travail, j'ai eu à échanger avec des médecins qui m'ont expliqué pourquoi c'est cher. Parce que la question que je posais, c'est comment une telle maladie qui touche surtout la couche la plus vulnérable et les femmes les plus pauvres, comment le traitement peut être si coûteux? Ils disent que ça ne dépend pas c'est le matériel qu'on utilise. Parce que dans certains cas, il faut totalement reconstruire la femme. Il y en a qui subissent d'ailleurs plusieurs opérations. Exactement. Donc c'est coûteux. Donc c'est ce qui fait que heureusement avec les partenaires et aussi le ministère de la Santé depuis des années, il y a des initiatives aujourd'hui dans plusieurs centres. On a le centre Jean-Paul II par exemple. Jean-Paul II, l'Abbé, je crois à l'Abbé, à Cancan, à Zérekoré. Dans ces villes, il y a des centres pour traiter ces femmes. Donc quand on prend par exemple l'Abbé, il y a beaucoup de femmes qui viennent de beaucoup de localités qui se retrouvent là. Et quand elles viennent, il y a toute une organisation autour parce qu'elles doivent rester. Donc ce sont des femmes qui seront prises en charge par, si on veut, les partenaires ou l'État, qui seront prises en charge, traitées. Et lorsque le traitement est fini, ce sont des femmes pour lesquelles généralement il faut trouver aussi des moyens de survivre parce que pendant la maladie, elles auront tout perdu. Parce que comment on peut vendre lorsque par exemple on ne sent pas bon, c'est toute la société qui vous fuit, donc vous perdez tout. Donc en même temps dans les projets, il est prévu d'assister ces femmes après traitement, de leur trouver des moyens pour pouvoir se relancer dans la vie. Au lieu de Mariam Touré, nous aurons finalement Mamoudou Diakité, coordinateur de la fondation, parce que bien évidemment, Mariam Touré est au bloc opératoire Jacques Léwaleno. Les grandes gueules. Oui, monsieur Mamoudou, bonjour et bienvenue.
Bonjour Jacques Lewa, bonjour à tous les animateurs du... Alors déjà, pour votre fondation, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour mener, n'est-ce pas, cette campagne sur le terrain? Et si on peut avoir une idée aussi du nombre de femmes que vous êtes en train de suivre et d'assister actuellement? Voilà, merci. La fondation depuis sa création en 2017, après l'élection de Mariam en tant que ministre RTG, nous avons essayé de mobiliser des fonds pour essayer de répondre, pour essayer d'apporter une réponse et surtout de mettre une certaine lumière sur cette maladie qui est méconnue, qui est couverte par un tabou social et dont les victimes sont parfois rejetées par toute la société. Et de 2017 à 2018, nous avons mené quelques actes de sensibilisation, on a fait des spots publicitaires. Et quand la Miss a été élue en tant que Miss Guinée en 2019, et voilà, elle a aussi voulu conduire le même projet avec la fondation. Mais malheureusement, le coronavirus était venu s'interposer entre la réalisation du projet et d'autres urgences qui étaient encore là. Donc il a fallu répondre d'abord à l'urgence, c'est-à-dire le coronavirus, et ensuite nous avons essayé de mobiliser quelques fonds, parce que l'idée de cette caravane est de la réaliser au niveau national, de passer dans toutes les préfectures. Mahmoud, vous suivez combien de femmes? Vous accompagnez combien de femmes? Et vous avez quoi pour faire ce travail? C'était ça la question. Cette opération, d'abord, nous cherchons d'abord à répondre à l'opération des 10 femmes et leur prise en charge. Voilà. Et les moyens que nous avons, ce sont les moyens de la Fondation. C'est vrai que quelques bonnes volontés se sont associées à nous pour nous aider, notamment certains cadres de la forêt, et notamment de la ville de Kissidegou. Mais le fonds principal vient de la Fondation Miss Mariam. Comment se passe cette caravane que vous avez lancée? Vous avez parlé de sensibilisation notamment avant d'arriver à l'intervention chirurgicale qui se fait aujourd'hui. Voilà, la première phase d'abord est la sensibilisation parce que c'est la phase la plus importante. Parce que cette maladie, elle peut être évitée si les gens sont informés. Donc au lieu de passer d'abord au traitement, on passe d'abord par la sensibilisation des communautés, notamment sur les mariages précoces et l'excision, qui sont certains facteurs qui peuvent aggraver, qui peuvent provoquer la survenance de cette maladie. Donc ça, c'est la première phase. Quand on vient, on organise des rencontres avec les communautés, notamment les femmes. Après la sensibilisation, on vient dans les hôpitaux. D'abord, avant de venir, on a lancé un appel dans toute la zone de Kissidegou, s'il y a des femmes qui sont dans les villages reculés, pour qu'elles puissent venir avant qu'on vienne. Et après la sensibilisation, on vient, les médecins font le tri pour nous donner le nombre de femmes qui sont opérables. Et selon nos moyens, on prend en charge celles qui le vont faire, notamment 10 femmes. Bien, allez-y Kapsa. Alors je pense qu'il revenait tout à l'heure dessus pour nous faire savoir le nombre de femmes, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y en a 10 qui sont choisies. Je veux savoir concrètement quels sont les critères qui vous amènent justement à pouvoir aller vers le choix de ces 10 femmes qui aujourd'hui sont en train de subir ces interventions chirurgicales. Voilà, pour la phase de Kissidegou, on a prévu 10 femmes. Mais avant notre arrivée, il y avait déjà des femmes. Mais nous, puisque nous n'avons pas la compétence technique, on laisse le soin aux médecins de ça. Mais tenez-vous bien, il y a des cas où les patientes sont condamnées. Par exemple, on a reçu des femmes ici, après tout examen, les médecins nous ont révélé qu'il n'y a aucune possibilité de les opérer parce que justement, il y a certains médecins qui se sont essayés à faire des pratiques sur ces dames-là. Il y a le cas d'une dame ici qui a quitté quelqu'un pour venir à Kissidegou. Quand elle a eu une fistule, il y a un médecin urologue qui n'est pas spécialiste du tout, qui s'est essayé sur cette dame. Et résultat, elle a complètement, bousillé tout l'appareil génital de la dame. Donc, elle n'est pas opérable. Et quand on a appris ça, c'était vraiment un bouleversement pour nous tous. Donc, il y a 3 catégories de fistules. Les fistules simples qui sont facilement opérables. Les fistules compliquées qui peuvent être opérées dans certains cas. Et il y a aussi les fistules très complexes qui sont parfois vraiment des cas d'école. Nous sommes aujourd'hui même, on est en face de 2 situations de non-opérativité. Il y a quand même certaines femmes qui peuvent être opérées. Présentement, même la présidence est en compagnie des médecins pour l'opération de la première partie. Dernière question, Caps, pour clore. Dernière question. Vous êtes en train aujourd'hui, à travers votre fondation, de mener un travail très noble. Dites-nous aujourd'hui, qu'en est-il de l'accompagnement des autorités guinéennes dans votre dynamique? Bon, le ministère de la Santé, par exemple, nous a accompagnés en nous donnant des informations techniques, notamment sur les sites qui existent en Guinée. Et en tout cas, nous avons toujours besoin de l'aide de l'État, surtout sur le côté financier, parce que l'argent, c'est l'heureuse de la guerre. Donc, sur ce côté-là, on n'a pas encore ce qu'il faut
pour essayer de répondre à cette question. Parce que la question obstétricale, Mafoudia l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le traitement. Parce que ces femmes-là subissent une réponse sociale qui les exclut complètement. Donc elles subissent une certaine mort sociale. En amont du traitement médical, il faut un accompagnement psychologique, mais aussi essayer de les organiser pour qu'elles puissent s'insérer dans la société. Donc le problème est vraiment immense. La Fondation à elle seule ne peut pas répondre. Il faut que l'État s'implique, il faut que les personnes de bonne volonté s'impliquent également. Et surtout, il faut qu'on jette la lumière sur cette maladie. Parce que si les gens sont informés, vraiment on peut éviter. Besoin donc de l'appui et de l'implication de chacun et de tous. Mamoudou Touré, coordinateur de la Fondation Miss Guinée 2019. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bien, voilà comment on arrive donc au terme des grandes gueules de ce vendredi. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique Nala et Sidibé du côté de la régie, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, mais aussi Vladimir Poutine qui était du côté de la régie. Amadou So a piloté les sons du côté de la radio. Merci à tous d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de vous servir. Nous vous retrouvons lundi avec Lamine Girassi aux commandes.